Je ne voulais pas déplacer la date de mon mariage pour la croisière de ma sœur. Alors mes parents n'y sont pas allés. Les dates se chevauchent. Les gens n'ont pas à tout changer pour toi, a dit mon père. Je suis restée silencieuse. Jusqu'à ce que mon mari se lève et dise. 180 invités sont tombés dans le silence. Ma famille n'est pas venue à mon mariage. Ils étaient en croisière. Les sièges que je leur avais réservés au premier rang sont restés vides pendant toute la cérémonie. Ce soir-là, mon mari, Reed, s'est levé devant toutes les personnes présentes dans cette pièce et a dit quelque chose qui a plongé tout l'endroit dans le silence. Mais je dois revenir en arrière avant d'en arriver là. Mon nom est Daphné. Je suis la cadette de 2 sœurs. Et d'aussi loin que je me souvienne, mon rôle dans cette famille n'était pas celui de fille. C'était celui de l'entretien. C'était moi qui me souvenais des rendez-vous. Celle qui s'occupait des formalités administratives quand quelque chose tournait mal. Celle qui traversait la ville en voiture à 11 heures du soir parce que quelqu'un avait oublié quelque chose, cassé quelque chose ou avait besoin d'une signature avant le matin. Mon père ne m'a jamais appelé par un surnom ni demandé comment s'était passée ma journée. Il m'appelait quand il y avait un problème et je répondais à chaque fois parce que je pensais que c'était à cela que ressemblait l'amour. Ma sœur Arlo est plus âgée que moi. Elle a toujours été le premier nom dans chaque phrase prononcée par mes parents. Quand Arlo était heureuse, la famille célébrait. Quand Arlo avait des difficultés, la famille se mobilisait. Mon père voyait en elle quelque chose qu'il appelait du potentiel. Je pense que ce qu'il voyait en réalité, c'était un miroir. Arlo était bruyante, visible et dramatique de la manière qu'il admirait. J'étais calme, constante et utile de la manière dont il avait besoin. Il avait besoin que Arlo brille. Il avait besoin que je tienne la lumière. Ma mère n'a jamais été ouvertement cruelle envers moi. Mais je ne me souviens pas d'une seule fois où elle a pris ma défense non plus. Elle suivait mon père. Elle était présente pour Arlo. Et quand il s'agissait de moi, elle n'était tout simplement pas là. Je ne pense pas qu'elle se soit jamais assise pour décider de choisir une fille plutôt que l'autre. Elle s'est juste laissée porter par le courant. Et le courant dans notre maison allait toujours vers Arlo. Mon grand-père est décédé quand j'avais au début de mes 20 ans. C'était un homme calme, constant, le genre de personne qui disait très peu de choses, mais qui pensait chaque mot. Il a laissé un fonds en fiducie pour ses 2 petites filles. 70 000 $ chacune, de manière égale et spécifique. Il a écrit un mot sur le document de fiducie de sa propre main. Il disait le pour leur grand jour, avec amour. Ce mot a été la dernière chose qu'il nous ait jamais écrite. 2 lignes, aucune condition, juste la conviction que nous l'utiliserions bien. Eh bien, je n'ai pas touché à mon fonds. Je l'ai laissé où il était. Je savais pourquoi je le voulais. Je le savais depuis que j'étais une petite fille assise à la table de la cuisine de mon grand-père, le regardant partager un dîner tranquille avec ma grand-mère. Je voulais un mariage, pas une représentation, un vrai mariage, le genre où les personnes présentes dans la pièce sont là parce qu'elles ont choisi de l'être. Arlo a touché le sien immédiatement. Puis elle a touché ce qu'il en restait. Puis elle a touché le mien. Je l'ai découvert de la manière dont on découvre la plupart des choses dans ma famille. Par accident. Je suis allé à la banque pour commencer à planifier le budget de mon mariage. Reed et moi étions fiancés depuis quelques mois. Je suis entré avec un dossier d'idées et un chiffre en tête. 70 000 $. Le cadeau de mon grand-père. Je me suis assise avec la banquière, elle a ouvert le compte, et le chiffre sur l'écran n'était pas 70 000. Ce n'était pas 50. Ce n'était pas 30. C'était un peu moins de 4 000 $. J'ai demandé s'il y avait eu une erreur. Elle a vérifié à nouveau. Elle m'a montré l'historique des retraits. Des transferts sortant sur une période de 2 ans. De gros montants autorisés par mes parents en tant que cofiduciaire, envoyés vers des comptes que je ne reconnaissais pas. Je lui ai demandé de les tracer. Elle l'a fait. L'argent était allé à Arlo pour couvrir des soldes de cartes de crédit, une boutique en faillite qu'elle avait ouverte et fermée en moins d'1 an. Des voyages avec des petits amis qui allaient et venaient, des achats de créateurs qui apparaissaient dans son placard et disparaissaient de mon avenir. 66 000 $ envolés. Autorisés par mes parents sans me le dire, sans me le demander, sans jamais mentionner que le cadeau de mon grand-père, celui avec son écriture dessus, celui qui disait le pour leur grand jour,
avait été vidé pour financer le quotidien de ma sœur. Je suis restée assise dans cette banque pendant un long moment après le départ de la banquière. J'ai regardé le mot que mon grand-père avait écrit. J'en avais une copie dans mon dossier. Je l'avais apporté parce que je voulais le sentir proche du processus. Pour leur grand jour, il avait écrit cela pour nous deux. Et ma famille a décidé que l'une de nous comptait plus. Je suis rentré chez moi en voiture. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas appelé Arlo. Je me suis assise dans la voiture dans l'allée, j'ai tenu le volant et j'ai pensé à chaque fois que j'avais répondu au téléphone à 11 heures du soir, à chaque formulaire que j'avais rempli, à chaque crise que j'avais gérée discrètement. Alors que Arlo était bruyante, aimée et pardonnée, j'ai pensé aux mots que mon père utilisait pour moi. Fiable. Il le disait toujours comme s'il me faisait un compliment. Il m'a fallu des années pour réaliser que ce n'était pas un compliment. C'était une attente. Et cela ne venait jamais avec un merci. Reed m'a trouvé dans la voiture. Il a ouvert la porte du passager et s'est assis sans demander ce qui s'était passé. Il a attendu. C'est l'une des premières choses que j'ai aimées chez lui. Il ne remplissait pas le silence avec des instructions. Il s'asseyait dans ce silence avec moi jusqu'à ce que je sois prête. Je lui ai raconté. Il a écouté. Quand j'ai eu fini, il a dit, nous allons trouver une solution pour le mariage. Ce n'est pas la partie qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'ils t'ont fait, et tu n'as pas à trouver de solution à cela ce soir. J'ai quand même planifié le mariage. Plus petit que ce que j'avais imaginé, mais réel. Reed et moi en avons payé la majeure partie nous-mêmes. J'ai fixé la date un an à l'avance. J'ai prévenu ma famille. J'ai envoyé les invitations. J'ai réservé des sièges au premier rang. 4 chaises, pour ma mère, mon père, Arlo, et une que j'ai laissée vide au cas où l'esprit de mon grand-père aurait besoin d'un endroit où s'asseoir. Puis Arlo a planifié une croisière. Elle l'a annoncé lors d'un dîner de famille. Elle a dit qu'elle avait trouvé une offre incroyable pour un voyage, une semaine dans les Caraïbes. Elle avait déjà réservé les chambres. Ma mère a souri. Mon père a posé des questions sur l'itinéraire. Personne ne m'a regardé. Les dates tombaient la même semaine que mon mariage. J'ai dit que c'était le week-end de mon mariage. Arlo m'a regardé et a dit qu'elle ne s'en était pas rendu compte. Elle a dit que c'était la seule semaine disponible à ce prix. Elle a dit que je pourrais probablement ajuster la date puisque mon mariage était plus petit et plus facile à déplacer. Ma mère a hoché la tête. Mon père n'a pas levé les yeux de son assiette. Il a juste dit que les dates se chevauchaient parfois. Que cela ne voulait pas dire que tout le monde devait réorganiser ses plans. Il l'a dit avec désinvolture, comme s'il parlait d'un conflit d'horaire au travail, et non du mariage de sa fille. Mon mariage était programmé depuis 1 an. La croisière de Arlo était réservée depuis 2 semaines, et mon père les traitait comme des éléments d'égale importance. J'ai dit que je ne déplacerais pas le mariage. La table est devenue silencieuse. Arlo a regardé ma mère. Ma mère a regardé mon père. Mon père a regardé son assiette. Personne n'a rien dit d'autre. Le dîner s'est terminé de la manière dont les dîners inconfortables se terminaient dans ma famille, avec Arlo partant la première et tout le monde faisant semblant que rien ne s'était passé. Les semaines précédant le mariage ont été les plus calmes que mon téléphone ait jamais connues. Ma famille n'a pas appelé pour poser des questions sur les préparatifs. Ils n'ont pas posé de questions sur la robe, les fleurs ou le lieu. Ils n'ont pas proposé leur aide. Personne n'a déclenché de dispute. Personne n'a rien dit directement. Ils se sont simplement éloignés discrètement de mon mariage comme s'il n'avait pas lieu. Et je pense que c'était ça le but. La nuit précédant la cérémonie, j'ai appelé mon père. C'était la dernière fois que j'essayais. Je ne l'ai pas supplié. Je n'ai pas discuté. J'ai juste posé une question. J'ai dit, viendrez-vous demain? Il a dit que la croisière était déjà payée et que ce serait un gaspillage de l'annuler. Il a dit que si j'avais été plus flexible depuis le début, rien de tout cela ne serait arrivé. Il a dit qu'il espérait que le mariage se passerait bien. Puis il a dit bonne nuit. Je me suis assise sur le bord du lit avec mon téléphone sur les genoux. Reed était dans l'autre pièce. Je pouvais l'entendre parler à sa mère de la disposition des tables. Sa mère aidait depuis des semaines. Sa sœur m'avait aidé à choisir les fleurs.
Son père m'avait proposé de m'accompagner jusqu'à l'hôtel si j'avais besoin de quelqu'un. Ces personnes me connaissaient depuis quelques années. Ma famille me connaissait depuis toute ma vie. Et les personnes qui me connaissaient depuis le plus longtemps étaient celles qui avaient choisi un bateau. Je suis allé me coucher. Je n'ai pas pleuré. J'avais fait mes pleurs des semaines auparavant dans la voiture dans l'allée. Ce que je ressentais maintenant n'était pas de la tristesse. C'était de la clarté, le genre de clarté qui vient quand on arrête d'espérer et qu'on commence à voir. Le matin du mariage. Je me tenais devant le miroir dans ma robe. La pièce derrière moi était silencieuse. Il aurait dû y avoir une mère là-bas, ajustant le voile, ayant les larmes aux yeux, disant quelque chose de doux. L'espace derrière moi était vide. Et pendant un moment, je me suis tenu dans ce vide. Et je l'ai laissé être ce qu'il était. Pas un échec, pas une punition. Juste la forme d'une famille qui avait choisi une croisière plutôt qu'une fille. J'ai redressé mes épaules. J'ai ramassé le bouquet et j'ai marché vers la porte. C'est la mère de Reed qui a fermé la fermeture éclair de ma robe. Elle se tenait derrière moi dans le miroir et ses mains étaient stables et chaudes, et elle n'a rien dit pendant un moment. Elle m'a juste regardé de la manière dont une mère regarde une mariée. Puis elle a mis sa main sur mon épaule et a dit « Tu es magnifique ». Et je l'ai cru. Pas à cause des mots, mais à cause de la main, parce qu'elle était là. La sœur de Reed a apporté le bouquet. Elle avait enroulé les tiges dans un ruban de son propre mariage. Elle a dit que c'était pour porter chance. Elle a dit que chaque marié de leur famille avait porté quelque chose de la mariée précédente. Elle a dit que je faisais partie de cela. Maintenant, je tenais ces fleurs et je pensais à quel point il est étrange que la famille dans laquelle j'étais n'ait pas pris la peine de se présenter, et que la famille dans laquelle j'entrais par le mariage avait déjà fait de moi l'une des leurs avant même que je prononce les mots. La cérémonie a eu lieu en plein air en fin d'après-midi. La lumière était dorée et basse, et donnait à tout l'aspect d'une peinture qui venait d'être achevée. Les chaises étaient disposées en rangées. 180 personnes, des amis, des collègues, des voisins, l'énorme famille de Reed qui avait conduit depuis 3 États différents. Des personnes avec qui j'avais travaillé, des personnes avec qui j'avais grandi, des personnes qui avaient choisi d'être là. Ce mot n'a cessé de tourner dans ma tête toute la journée. Choisi. Le premier rang comportait 4 chaises mises à l'écart. Réservé. Ma mère, mon père, Arlo, et une que j'avais laissée libre parce mon grand-père aurait dû avoir un endroit où être, même s'il ne pouvait être là qu'en esprit. Les 4 étaient vides. Je les ai vus au moment où j'ai posé le pied dans l'allée. Je tenais le bras du père de Reed. Il me l'avait proposé des semaines plus tôt et j'avais accepté parce qu'il l'avait demandé de la manière dont une personne demande quand elle le pense vraiment, et non quand elle se sent obligée. Il était grand et stable à côté de moi et son bras ne tremblait pas. Le mien, si. Pas à cause des nerfs, mais à cause des chaises. 4 sièges vides au premier rang de mon mariage. Quelque part sur l'océan, ma famille était sur un bateau de croisière. J'ai essayé de ne pas penser à ce qu'il faisait à ce moment précis. J'y ai pensé quand même. Cela pesait dans ma poitrine comme quelque chose de lourd qui n'avait pas sa place là. J'ai regardé les chaises pendant 2 secondes, peut-être 3. Puis j'ai regardé Reed. Il se tenait au bout de l'allée dans un costume que je ne l'avais jamais vu essayer. Ses yeux étaient rouges avant même que je ne l'atteigne. Il ne pleurait pas parce qu'il était triste. Il pleurait parce qu'il pouvait voir les chaises, lui aussi. Et il savait ce qu'elles signifiaient. Et il se tenait là quand même, attendant comme il avait toujours attendu. Pas une version de moi livrée avec une famille parfaite, juste moi. J'ai marché. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai plus regardé les chaises. J'ai regardé l'homme au bout de l'allée qui s'était assis dans une voiture dans une allée et n'avait rien dit jusqu'à ce que je sois prête. L'homme qui ne réglait pas mes problèmes. Il s'assurait juste que je ne sois pas seul pendant que je les réglais moi-même. La cérémonie a été courte. Nous avions écrit nos propres mots. Je ne les partagerai pas ici parce qu'ils nous appartiennent. Mais je vous dirai que lorsque Reed a prononcé les siens, sa voix s'est brisée à la 2e phrase, il s'est arrêté et a pris une respiration, et personne dans cette pièce n'a bougé. Personne ne l'a pressé. Personne n'a rempli le silence. Ils ont juste attendu de la manière dont l'Honora aurait attendu. De la manière dont les gens attendent quand ils savent que les mots qui arrivent valent bien une pause. La réception a commencé au coucher du soleil, les tables se sont remplies,
la musique a joué, les gens ont dansé. La famille de Reed était bruyante, chaleureuse et partout à la fois. Ses cousins m'avaient déjà adopté dans un groupe de discussion par message. Je n'avais pas demandé à y entrer, mais j'étais heureuse d'y être. Ses tantes ont apporté des plats qu'elles avaient cuisinés à la maison parce qu'elles disaient que le traiteur c'est bien, mais que la nourriture familiale c'est mieux. La salle était pleine d'une manière qui n'avait rien à voir avec les chiffres. Elle était pleine parce que les gens qui s'y trouvaient voulaient être là. Puis Reed s'est levé. Il n'a pas tapé sur son verre. Il s'est simplement levé et la salle l'a remarqué. Les conversations ont ralenti. Les chaises se sont tournées. Il m'a regardé en premier. Puis il a regardé la salle. Il a dit, « Je veux parler de la femme que j'ai épousée aujourd'hui. » Puis il s'est arrêté. Il s'est frotté l'œil avec le dos de la main. Il a dit, « Désolé, donnez-moi une seconde. » La salle a attendu. Il a repris. Il a dit, « Daphné est la personne qui répond au téléphone à minuit. Elle se présente quand personne ne le lui demande. Elle reste après que tout le monde soit rentré chez soi et elle ne demande jamais une seule fois qui l'apporte. » Il a fait une nouvelle pause. Il a dit, « Sa famille n'est pas là ce soir. Ils ont choisi d'être ailleurs. Je ne vais pas rester ici et faire semblant que cela ne fait pas mal, parce que ça fait mal. » Il a regardé le sol pendant un moment. Puis il a relevé les yeux et a dit, « Mais regardez autour de vous dans cette pièce. Chaque personne ici est venue parce qu'elle le voulait, pas parce qu'elle avait besoin de quelque chose de Daphné. Parce qu'il voulait être là. » Il m'a regardé et a dit, « Tu as passé toute ta vie à être la personne que tout le monde appelait. Ce soir, tu es la personne pour qui tout le monde est venu, et tu n'as rien apporté ce soir. Tout le monde ici te porte. » La salle était silencieuse. J'étais assise à ma table avec mes mains sur mes genoux, et j'ai laissé couler mes larmes parce qu'il n'y avait aucune raison de les retenir. Quelqu'un a commencé à applaudir. Puis toute la salle s'y est mise. Le reste de la nuit s'est estompé de la meilleure des manières. Nous avons dansé. Nous avons mangé le gâteau que la tante de Reed avait tenu à préparer elle-même. Nous avons ri au toast qui durait trop longtemps et au discours qui partait de travers. Le père de Reed m'a trouvé vers la fin de la soirée. Je me tenais près de la table des desserts en regardant la piste de danse. Il s'est approché et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, « Je suis heureux que tu sois dans cette famille maintenant. » Puis il a prononcé le mot, « ma chérie. » Sa fille. Son mot qu'il m'a donné comme s'il avait toujours été le mien. Mon propre père ne m'avait jamais dit cela. Pas une seule fois. Pas à un anniversaire, une remise de diplôme ou une fête. Pas au téléphone la veille de mon mariage quand je lui ai demandé de venir. L'homme qui était censé le dire ne l'a jamais fait. L'homme qui n'avait aucune obligation de le dire l'a dit comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je l'ai serré dans mes bras. Je l'ai serré un peu plus longtemps que la normale. Il m'a laissé faire. La nuit s'est terminée tard. Les invités sont partis lentement. La salle s'est vidée comme se vident les bonnes salles. Avec des étreintes à la porte, des promesses de s'appeler et le son de personnes qui ne veulent pas partir, mais qui savent qu'il est temps. Reed et moi étions les deux derniers dans la pièce. Il desserrait sa cravate. J'étais assise à la table d'honneur, regardant le premier rang vide. Il s'est assis à côté de moi. Il a dit, « Ça va. » J'ai répondu, « Je vais bien. » Il a dit, « Tu es sûr? » J'ai répondu, « Je vais mieux que bien. Je suis marié à quelqu'un dont le père m'appelle sa chérie, dont la mère a fermé ma robe et dont la sœur m'a donné un ruban. Je vais mieux que bien. » Il a passé son bras autour de moi. Nous sommes restés assis là. Les chaises du premier rang étaient toujours vides, mais la salle derrière elle racontait une histoire différente. J'ai repensé aux petits moments de la soirée auxquels je voulais m'accrocher. Le plus jeune cousin de Reed qui était nerveux pour son toast et qui a fini par faire rire toute la salle. La femme de mon bureau qui avait pris l'avion depuis un autre état et qui a dit qu'elle n'aurait manqué cela pour rien au monde. Le couple à la table 7 qui était ensemble depuis 40 ans et qui dansait un slow sur chaque chanson comme s'ils étaient les seuls dans la pièce. C'étaient les choses que je voulais garder. Pas l'absence, mais la présence. Puis j'ai fait une erreur. J'ai pris mon téléphone. Arlo avait publié des photos de la croisière, au bord de la piscine, des cocktails, ma mère souriante avec un verre, mon père dans une chemise hawaïenne,
une légende sur le temps passé en famille et la création de souvenirs. Les dates étaient les mêmes. Je suis restée assise là à regarder ma famille sur un bateau alors que les confettis de mon mariage étaient encore sur le sol autour de mes pieds. Je ne me suis pas sentie en colère exactement. J'ai ressenti le genre de fatigue qui survient quand quelque chose que vous saviez déjà devient quelque chose que vous pouvez voir. Reed a remarqué l'écran. Il n'a rien dit. Il a simplement tendu la main et a retourné le téléphone face contre table. C'était suffisant. Nous sommes restés dans cette pièce un peu plus longtemps, juste nous deux. Les chaises devant étaient vides, mais la pièce sentait encore le gâteau et les fleurs et le parfum de 180 personnes qui avaient choisi d'être là. Et c'était plus que suffisant. Je n'avais pas l'intention de donner une mauvaise image de qui que ce soit. Je n'en ai pas eu besoin. Les photographies l'ont fait toutes seules. Au cours des jours suivants, les personnes qui avaient assisté au mariage ont commencé à publier leurs photos, et à un moment donné, quelqu'un a remarqué les publications de la croisière de Harlow datant du même week-end. Je ne sais pas qui l'a vu en premier ni comment cela s'est propagé. Mais une fois que les gens ont eu les deux séries d'images sous les yeux, personne n'a eu besoin d'explication. Les photos du mariage d'un côté, les photos de la croisière de l'autre, aux mêmes dates. Le contraste disait tout ce que je n'avais jamais eu à dire. Une cousine m'a appelé. Elle n'a pas demandé ma version des faits. Elle a juste dit, j'ai vu les photos, les deux séries. Je suis tellement désolé. Quelques autres personnes m'ont contacté. Pas beaucoup, mais assez pour me faire savoir que l'histoire s'était propagée au-delà de mon contrôle et au-delà de la capacité de ma famille à l'enjoliver. Mon père a commencé à recevoir des questions. Pas des confrontations, juste des questions discrètes de personnes qui le connaissaient depuis des années. Pourquoi n'étiez-vous pas au mariage? Il avait des réponses. Il avait toujours des réponses. Mais je pense que les réponses sont devenues de plus en plus difficiles à donner à chaque fois que quelqu'un posait la question. Harlow a supprimé les photos de la croisière. Toutes. Mais les gens les avaient déjà vues. Supprimer quelque chose après coup ne l'efface pas. Cela dit simplement aux gens que vous savez de quoi ça avait l'air. Je n'ai rien publié moi-même. Je n'ai pas écrit un long message ni identifié qui que ce soit. Je n'en avais pas besoin. L'absence de mon grand-père de ce premier rang était la seule qui n'était pas un choix. Des semaines plus tard, je me suis assise avec une avocate au sujet du fonds. Je lui ai montré l'historique du compte, les retraits, mes parents en tant que cofiduciaire. 66 000 $ déplacés à mon insu. Elle a envoyé une lettre formelle. Mes parents l'ont ignoré au début. Puis leur propre avocat a rappelé. Il y a eu des échanges. Finalement, ils ont accepté un plan de remboursement. Des versements mensuels. Ce ne fut pas rapide et ce ne fut pas amical, mais c'était fait. L'argent reviendrait lentement. Des versements mensuels sur des années. Cela ne ressemblerait jamais plus au cadeau de mon grand-père. Cette partie-là était perdue. Mais le principe comptait. Pas le principe financier, l'autre. Celui qui dit que vous n'avez pas le droit de prendre à quelqu'un en silence et de garder le silence de façon permanente. Harlow a appelé environ un mois après le mariage. J'ai failli ne pas répondre. Je me suis assise à regarder le téléphone vibrer sur le comptoir et je me suis demandé si je voulais entendre sa voix. J'ai décroché à la dernière sonnerie. Pas parce que j'avais besoin de quoi que ce soit de sa part. Je voulais juste savoir ce qu'elle dirait. Elle ne s'est pas excusée. Elle a dit qu'elle voulait s'expliquer. Elle a dit que ses parents lui avaient dit que les transferts de fonds étaient temporaires. Elle a dit qu'il lui avait dit qu'il remplacerait l'argent avant même que j'en ai besoin. Elle a dit qu'elle ne savait pas que le fonds était presque vide jusqu'à ce que la lettre de l'avocate arrive. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand elle a fini, je suis restée silencieuse pendant un moment. Elle a dit, tu es là. J'ai répondu, oui. Elle a dit, me crois-tu? J'ai dit, je crois que tu n'as pas vérifié. Je crois que tu as pris ce qui t'était offert sans demander d'où ça venait. Et je crois que tu as planifié une croisière le week-end de mon mariage et que tu t'es dit que c'était juste un mauvais timing. Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit, j'aurais dû venir au mariage. J'ai dit, oui. Elle a dit, je suis désolé de ne pas l'avoir fait. J'ai attendu la suite. Il n'y a pas eu de suite. Les excuses couvraient le mariage. Elles ne couvraient pas le fond. Elles ne couvraient pas les années.
Juste la seule chose qui était devenue suffisamment publique pour être inconfortable. J'ai dit, d'accord, pas comme un pardon, comme une reconnaissance. Je t'ai entendu. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Elle a dit, d'accord, à plus tard. Et nous avons raccroché. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. C'était aussi l'une des plus courtes. Mon père a envoyé un message texte des mois plus tard. Il disait, j'ai vu les photos du mariage. Tu étais magnifique. 5 mots. Je les ai fixés pendant un long moment. Je voulais trouver quelque chose en dessous. Des excuses enfouies, une reconnaissance que la raison pour laquelle les photos existaient sans lui dessus était parce qu'il avait choisi un bateau. Mais il n'y avait rien en dessous. C'était juste un homme qui savait qu'il devait dire quelque chose et qui a choisi la phrase la plus sûre qu'il pouvait trouver. Je n'ai pas répondu, pas pour le punir. Je ne savais tout simplement pas quoi dire à quelqu'un qui regardait les photos du mariage de sa fille et commentait son apparence au lieu de son absence. Ma mère n'a jamais appelé. Pas après le mariage, pas après les photos, pas après la lettre de l'avocate. Elle est restée silencieuse comme elle l'avait toujours fait. J'ai arrêté d'en être surprise. C'était sa propre forme de progrès. Quelques semaines plus tard, une femme que je ne connaissais pas m'a envoyé un message. Elle était au mariage. Elle a dit que sa famille n'était pas non plus venue à son propre mariage, il y a 20 ans. Elle a dit qu'elle portait ce poids depuis lors. Elle a dit que le discours de Reed était la première fois qu'elle ne se sentait pas seule face à cela. Ce message m'a marqué pendant longtemps. Des mois ont passé. Reed et moi nous sommes installés dans le genre de vie qui ne fait pas les gros titres, mais qui vous rend heureux de vous réveiller le matin. Nous avons peint la cuisine un samedi et nous avons mis plus de peinture l'un sur l'autre que sur les murs. Nous avons invité ses parents à dîner et sa mère a apporté un plat dont elle a dit qu'il était mon préféré, même si je n'avais mentionné l'aimer qu'une seule fois. J'ai commencé à remarquer des choses comme ça, les petites façons dont les gens font attention quand ils tiennent à vous. Les choses que j'avais passé des années à ne pas recevoir et que j'apprenais seulement maintenant à reconnaître. Je pense encore au fond parfois, pas à l'argent, aux mots, à l'écriture de mon grand-père. Pour leur grand jour, il avait écrit cela en pensant à nous deux. Il avait confiance que cela serait utilisé de la manière dont il l'avait prévu. Ce ne fut pas le cas. Mais mon grand jour a eu lieu, quand même, pas de la manière dont il l'avait imaginé, pas de la manière dont je l'avais imaginé, mais il a eu lieu. Et la salle était pleine, et l'homme au bout de l'allée valait tous les compromis que le budget exigeait. Le photographe du mariage a envoyé l'album final un mois plus tard. Reed et moi nous sommes assis sur le canapé un dimanche après-midi et l'avons parcouru page par page. Les préparatifs, l'allée, les vœux, la danse, le gâteau, sa famille partout, des rires sur chaque photo. Il y avait une photo de la mère de Reed ajustant mon voile que je n'avais pas vue auparavant. Je ne savais pas que quelqu'un l'avait prise. Elle se tenait derrière moi, ses mains près de mes épaules, et son visage était doux, concentré et complètement présent. J'ai regardé cette photo pendant un long moment. C'était l'image que j'avais imaginée toute ma vie, avec une femme différente dessus. Et d'une certaine manière, c'était encore plus significatif parce que la femme sur la photo avait choisi d'être là. Elle n'y était pas obligée par les liens du sang. Elle était là parce qu'elle le voulait. Puis nous sommes arrivés au plan large, celui pris de derrière l'autel et regardant vers la salle. 180 visages souriants. Présents. Et au premier rang, 4 chaises vides. J'avais l'habitude de voir les chaises en premier. Chaque fois que je pensais au mariage, mon esprit allait directement vers le vide. L'absence, le rejet, la preuve que je n'étais pas assez pour les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Mais assis sur ce canapé avec Reed à mes côtés, ses chaussettes enlevées, l'album sur nos genoux, la lumière du dimanche entrant par la fenêtre comme le fait le dimanche quand tout va bien, j'ai regardé cette photographie et j'ai vu quelque chose de différent. J'ai vu la salle, pas le vide. La salle. 180 personnes qui ont conduit et pris l'avion, qui ont pris des congés et repassé des vêtements, qui ont acheté des cadeaux et se sont présentés pour moi. Pas parce que j'avais réparé quelque chose pour eux, pas parce que j'avais répondu au téléphone à minuit. Parce qu'ils voulaient s'asseoir sur ces chaises. Ma famille n'est pas venue à mon mariage. 180 personnes, si. Et dans cette pièce, pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté de me faire toute petite pour des gens qui ne m'avaient jamais fait de place. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite avec ma famille.
Je ne sais pas si mon père dira un jour les mots qu'il semble incapable de trouver. Je ne sais pas si Arlo comprendra un jour que des excuses pour avoir manqué le mariage ne sont pas les mêmes que des excuses pour tout ce qui a précédé. Je ne sais pas si ma mère décrochera un jour le téléphone. Ce que je sais, c'est que j'ai fini d'attendre qu'il se présente. Les personnes qui voulaient être là y étaient déjà, et cette salle était plus que suffisante. Alors que je termine cette histoire, je veux vous demander quelque chose. Est-ce que quelqu'un a déjà été là pour vous quand les personnes qui étaient censées l'être ne l'ont pas fait? Dites-moi qui c'était. Ils l'ont mérité. Et dites-moi d'où vous regardez en ce moment. Je veux voir jusqu'où cette salle s'étend. Si cela vous a marqué, abonnez-vous. Je vous verrai dans la prochaine.